Bonjour et bienvenue à cette entrevue. Mon nom est Elisabeth Gosselin-Malo, experte en défense et sécurité internationale. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi deux interlocuteurs de haut niveau. En premier lieu, j'ai l'amiral Vaujour et à ses côtés, j'ai le délégué général pour l'armement, Emmanuel Kiva, qui aujourd'hui vont traiter de différents sujets. Donc, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et peut-être plus expliquer la coopération qui existe entre vous deux dans vos deux rôles respectifs. Merci. Je suis très heureux d'être avec Emmanuel Kiva aujourd'hui sur ce stand à Euronaval. Et en fait, ce salon montre bien toutes les interactions et toute la proximité que l'on a avec la DGA, puisque à la fois on a l'ensemble des industriels qui sont présents, l'ensemble des ingénieurs de la DGA qui sont présents, les marins qui sont présents, également nos partenaires. Et donc c'est au travers de ce salon, en fait, ça montre bien l'écosystème qui nous permet aujourd'hui à la fois de produire des bateaux et de les envoyer en opération, et vraiment en lien très très proche avec Emmanuel, avec qui on travaille au quotidien pour développer les meilleurs systèmes pour nos bateaux, mais pas que pour nos bateaux, pour aussi les autres pays dans le monde. Bien, évidemment, j'ai un grand plaisir à être là aujourd'hui. Alors c'est vrai que la DGA, c'est peut-être un petit peu moins connu et un peu plus récent que la Marine nationale, mais je rappelle, entité créée en 1961 par le général de Gaulle, le but étant d'équiper les forces et de préparer le futur de notre système de défense. Et on a cette vraie communauté de destin, finalement, entre la Marine nationale, les forces armées françaises et la DGA. Et le rôle de la DGA, quelque part, c'est d'être le partenaire entre l'industrie de défense, entre les forces armées, pour nous permettre de passer d'expression de besoins à des spécifications, à des systèmes capacitaires actuels et futurs. Je vais ouvrir la danse en vous posant la première question. Comment les récents développements géopolitiques ont-ils influencé, selon vous, les applications navales et la sécurité générale des environnements marins? On peut peut-être commencer avec l'amiral Vaujour. Oui, merci. Alors, il y a plusieurs caractéristiques. En fait, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Et dans ce que l'on observe aujourd'hui de manière très actuelle, on a deux gros chocs qui sont arrivés dans le monde. Le premier, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et le deuxième, c'est la déstabilisation au Proche et Moyen-Orient. Et ces deux conflits viennent s'additionner à déjà de nombreuses crises qui avaient lieu un peu partout dans le monde. Les grandes caractéristiques, c'est qu'on a à la fois une augmentation de la violence et la simultanéité des crises, qui fait qu'on est vraiment sur la brèche un peu partout dans le monde, que ce soit en mer Baltique, mer Méditerranée, Atlantique Nord, mer Rouge, mer Noire, on a vraiment tout ça. Une deuxième grande caractéristique, c'est la fulgurance des technologies, c'est-à-dire que on est vraiment à un moment où ça bascule, et ça bascule très très vite. Alors on parle plus de dronisation et d'intelligence artificielle sur le salon, mais je crois qu'il y a une vraie réalité dans ces choses-là. Et on voit que des pays qui n'avaient pas forcément de marine, comme l'Ukraine, utilisent finalement l'innovation et la technologie extrêmement rapidement pour contrer une marine qui était soi-disant puissante, mais en fait qui s'est fait repousser par des systèmes de drones. Donc c'est extrêmement intéressant à regarder, et on essaye de s'adapter. Et après, il y a des choses qui ne changent pas. On a eu finalement tout un narratif nucléaire dans la crise ukrainienne qui est revenu sur le devant de la scène et qui montre à quel point notre dissuasion nucléaire, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nos forces aériennes stratégiques sont des éléments absolument clés pour la défense de nos intérêts vitaux. Et ça ne change pas, mais ça nécessite des programmes de temps très très longs. Et donc à la fois, on va très très vite dans le temps court pour ce qui change, et finalement on est très constant dans le temps très long pour répondre aux enjeux auxquels on fait face. Alors évidemment, on est totalement en phase là-dessus. Je rajouterais dans les bouleversements récents tout ce qui est dû à la crise du Covid, qui a remis aussi sur le devant de la scène toutes les dépendances qu'on pouvait avoir et la nécessité effectivement de s'intéresser à la recherche, au développement, et je reviendrai sur les nouvelles technologies, mais aussi à la production. Et c'est tout le contexte de l'économie de guerre qui a été annoncé par le président de la République lors du salon Eurosatory en 2022, qui aujourd'hui est une réalité. Augmenter les cadences, se préparer à monter en puissance pour répondre aux besoins des forces. Et effectivement, on a des nouvelles crises, des nouveaux environnements, la superposition, je ne reviens pas là-dessus, l'amiral en a parlé, mais aussi la superposition des milieux.
C'est-à-dire qu'on ne se bat pas uniquement sur la mer, on se bat sous la mer, on se bat dans l'air, on se bat sur la terre et dans les espaces qui sont des espaces informationnels ou cyber. Aujourd'hui, quand on construit un bateau, il faut que ce bateau soit cyber résilient dès sa conception. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui, je pense que tu pourras en parler aussi, nous impose d'avoir aussi de nouveaux métiers, y compris des métiers opérationnels. Et si vous allez sur le stand du ministère des Armées, vous allez voir ce qu'on appelle le data hub embarqué. Je laisserai peut-être l'amiral décrire de quoi il s'agit, mais qui nécessite d'avoir de nouveaux métiers à bord des bateaux. Et puis effectivement, la dronisation qu'on voit beaucoup ici sur ce salon. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une myriade d'initiatives extrêmement innovantes. Je parle des planeurs sous-marins, des essaims de drones sous-marins. Vous avez un système qui est un démonstrateur de drones océaniques qui est sur le pavillon du ministère des Armées et qui est un engin quand même de 10 tonnes. Qui a une autonomie décisionnelle dans sa navigation. Donc on est quand même sur des technologies extrêmement avancées. Et en même temps, et tu l'as dit, finalement, ce nouveau contexte géopolitique ne remet pas en cause les choix qui étaient déjà faits au préalable de la LPM. Ce n'est pas parce qu'on a le conflit en Ukraine qu'on ne se bat plus avec de l'artillerie navale, même s'il y a des drones. Par contre, il faut adapter nos systèmes de défense. Tu veux peut-être dire un mot sur le Data Hub ? Alors effectivement, dans les choses qui changent fondamentalement, j'avais parlé très rapidement de l'intelligence artificielle, mais à partir des bateaux tels qu'ils sont aujourd'hui, comment je peux augmenter la capacité du bateau sans le transformer fondamentalement ? Finalement, en récupérant les données qui sont issues des radars, des machines, des sonars, en les mettant dans un lac de données embarquées et en mettant de l'algorithmie. Et donc, effectivement, comme dit Emmanuel, en créant des nouveaux métiers, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de data scientists à bord pour faire de l'algorithmie, pour gérer au mieux l'ensemble de ces données. Donc on va, à partir d'un bateau qui n'aura pas changé fondamentalement dans son architecture, être bien plus performant grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ce data hub embarqué. Et ça, c'est une première pierre. Et avec la DGA, on travaille main dans la main pour aller plus loin, c'est-à-dire de mettre plusieurs data hubs embarqués sur différents bateaux, les connecter entre eux, et de façon à décrire et à voir, et c'est probablement un nouveau système de réflexion, de manière itérative, quels seront les systèmes de combat du futur. Et là, on parle de plutôt de 2030, 2040, mais de façon à commencer à décrire et à aller tranquillement, mais assurément, vers ces nouveaux systèmes d'intelligence embarquée. J'en profite pour dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans le cadre de la loi de programmation militaire, votée par le Parlement l'an dernier, 413 milliards d'euros, c'est 2024-2030. Mais les choix que nous faisons aujourd'hui nous engagent bien au-delà. Qu'il s'agisse de la dissuasion, qu'il s'agisse des nouveaux systèmes. Quand vous mettez aujourd'hui un programme de développement d'un porte-avions de nouvelle génération, il va naviguer jusqu'en 2080. Et donc notre défi commun, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup ensemble, c'est de dire quelles sont les technologies qui seront à bord de ces bâtiments, qui n'existent pas encore, mais dont il faut aujourd'hui anticiper les potentialités pour qu'une fois que le bâtiment sort et fait ses premiers essais à la mer, il ne soit pas automatiquement déclassé ou obsolète. Et ça, c'est un défi commun que nous devons relever. J'appelle ça adaptable by design, c'est-à-dire que le bateau, son architecture, devra s'adapter déjà dans sa phase de fabrication, mais après pendant les 40 ans de vie. Donc adaptable by design. Voilà, avec des générations de Pachas qui sont aujourd'hui à l'école. Et je pense que quand le PNG va sortir, ça ne sera pas de la 5G, ça sera peut-être de la 15G ou des communications quantiques, on ne sait pas, mais il faut être capable de s'y adapter. Et si maintenant on se tournait un peu, Amiral, vous avez énuméré quelques-uns des conflits qu'on voit présentement. Si on se tournait maintenant vers certaines leçons qui ont été tirées des conflits récents, que ce soit en Ukraine ou plus en particulier dans la mer Rouge, quelles seraient ces leçons qui peuvent éclairer, selon vous, les stratégies opérationnelles navales du futur? Alors, merci monsieur, pour cette question. Alors, effectivement, commençons par la mer Rouge. Il est intéressant de voir qu'au départ, les marines, et donc la marine va bientôt fêter ses 400 ans en 2026, les marines ont été créées pour protéger le commerce. Et finalement, l'opération Aspides de l'Union européenne en mer Rouge, c'est un retour aux sources, c'est-à-dire protéger nos flux maritimes
pour garantir à la fois la sécurité des approvisionnements vers l'Europe et vers la France évidemment, et puis la prospérité, parce que tout simplement le micro que je porte, il a probablement été fabriqué en Asie, il est arrivé par container, 80% du trafic passe par les containers, on le sait tous. Et donc l'enjeu de cette crise en mer Rouge, c'est que 60% du trafic a été détourné. Et que nous apportons de la sécurité, nous produisons de la sécurité au profit des armateurs pour qu'ils puissent continuer à passer au travers de Bab el-Mandeb. Donc un certain nombre, effectivement, continuent à passer et donc on les aide à passer derrière. Le retour d'expérience, c'est que au départ, on a fait face à des drones aériens, petites menaces. Puis on a fait face à des missiles antinavires. On avait l'habitude, on s'est entraîné, mais menaces qui montent un petit peu. Puis des missiles balistiques. Là, c'était vraiment nouveau. Des missiles balistiques de la terre tirés vers la mer, auxquels on a dû faire face. Et enfin, des drones de surface auxquels on a fait face également. On a dû adapter assez rapidement nos modes d'action. Non pas qu'on n'en avait pas, mais on les a améliorés au fur et à mesure du temps. Et la grande leçon que je tire d'abord, c'est nos bateaux ont été capables de traiter ces menaces. Ça veut dire que mes prédécesseurs ont bien travaillé. Nos prédécesseurs ont bien travaillé. Nos radars sont capables de détecter un missile balistique. Nos équipages sont capables de l'intercepter avec les missiles qui sont à bord. Et tout ça, c'est un ensemble de capacités et de savoir-faire qui montre que notre marine est au rendez-vous. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et c'est bien l'ensemble de l'écosystème, industrie, DGA, marine, entraînement, savoir-faire, qui nous a permis d'aller plus loin. Et évidemment, on ne s'est pas satisfait de ça. On travaille maintenant en boucle très courte parce que leur mode d'action avance, ils changent aussi également. Et donc ici, sur les stands, je ne vais pas les citer, mais vous avez un certain nombre d'entreprises qui font des petites choses extrêmement simples, mais qu'on a testées avec eux, avec la DGA, dans des exercices qu'on appelle Wildfire au sud de Toulon. Et quand ça marche, on deal avec, grâce à des contrats un peu particuliers, avec l'industriel, on embarque directement sur nos bateaux et on les teste en opération. Et donc, le dernier exemple que j'ai, c'est entre l'exercice pour montrer que ça marchait et le déploiement d'opération, il s'est passé moins d'1 mois. Entre l'outil qui était présent sur étagère, l'industriel qui nous le met à bord, intégré avec la DGA, 1 mois plus tard en opération et qui monte son efficacité. C'est là-dessus qu'on travaille avec la DGA pour raccourcir le circuit d'innovation, être capable d'embarquer très vite et de faire la preuve que ça marche. Une fois que ça marche, là on rentre dans un temps un peu plus long. Comment on va intégrer définitivement le système à bord. Mais cette agilité, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, tous ceux qui, l'Ukraine, la Russie, les Houthis, ils s'adaptent à la vitesse de l'éclair. Et donc nous aussi, il faut qu'on prenne cette vitesse et on est en train de la prendre. Alors évidemment, tu me coupes l'herbe sous le pied puisque j'avais marqué adaptabilité, agilité et rétex en boucle courte, mais c'est une vérité. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, le ministre des Armées a prononcé un discours vers le petit sur la transformation de la DGA. Et c'est bien vers ce modèle-là qu'on tend aujourd'hui, être plus agile, être plus réactif, être plus proactif et adapter nos processus à un monde qui est beaucoup plus rapide. Je vais donner quelques exemples. Puisque le chef d'état-major a dit on fait des choses rapidement sur les bateaux. On avait par exemple une problématique d'identification des drones. Alors quand on dit drone en mer Rouge, ça va effectivement du micro-drone au drone qui fait du renseignement, au drone qui est en fait un missile, voire un missile balistique. Et effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes armes que l'on utilise en fonction de la nature du drone. Pour éviter de tirer un missile Aster 15 ou Aster 30 sur une menace qui n'est pas à la hauteur de cette munition complexe, il faut pouvoir la reconnaître, l'identifier, la caractériser. On a mis sur les frégates de la Marine nationale le Paseo, qui est un viseur qui était initialement conçu pour le Charles Leclerc et qui nous permet à 50 km de pouvoir déterminer quel est le meilleur armement par rapport à la menace qui est identifiée. Et ça, c'était fait rapidement. Autre exemple, quand la première frégate, alors c'était laquelle? La première Languedoc, la Provence, Languedoc, ça, a tiré ses missiles en mer Rouge. Mais il y a un moment où, quand on tire des missiles, il faut remplacer les missiles. Or, les missiles Aster n'étaient pas qualifiés pour l'aérotransport, c'est-à-dire le fait de pouvoir les mettre au sein d'un A400M. En 1 semaine, avec la marine, on a travaillé, on a fait des simulations numériques et on a montré que ces missiles pouvaient être transportés par A400M. Alors, ça n'a l'air de rien, mais enfin, vous imaginez un missile avec une charge militaire, avec un propulseur, dans un environnement où il y a des vibrations.
Alors, il y a le transport en lui-même. Vous n'avez pas envie qu'une fois que vous l'avez mis à l'intérieur du bateau, enfin, je pense que tu n'en as pas envie, il y a des problématiques, notamment on va dire que le missile ne démarre pas, ça c'est pas grave, mais que ça soit plus grave, c'est plus embêtant. Et donc, on a montré qu'on était capable de le faire. La frégate est venue à Djibouti, à quai, le samedi. Le dimanche, elle avait ses missiles à bord. Donc on est vraiment dans des boucles courtes, une adaptation des processus. Et ça va avec l'économie de guerre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait aussi d'être capable de dire aux industriels, il va falloir produire plus vite. Donc on a travaillé par exemple avec MBDA sur le missile Aster 30 qui connaît d'importants délais de production, tout simplement parce qu'on n'était pas dans un monde où on avait besoin de les produire rapidement. Et on a réussi à augmenter la cadence de production de telle sorte que, par exemple, cette année, il y a des livraisons de missiles qui n'étaient pas prévues, qu'on a pu anticiper. Ce n'est pas si simple que ça, hein. C'est un industriel, toute sa cascade de sous-traitance, tous ses goulets d'étranglement. Et vous devez en plus optimiser ce processus-là sans retarder les autres programmes. Donc c'est un travail conjoint que l'on mène et qui n'est pas un travail évident. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel. Donc, tout ça, il y a un volet capacitaire extrêmement rapide et du coup, il y a un volet entraînement des équipages aussi qui va avec. Et donc, avant d'envoyer un équipage en mer Rouge, où il va être dans des situations de combat, où il va devoir tirer des missiles, tirer au canon ou brouiller, on a accéléré également le rythme de l'entraînement de façon à ce que en fait, chaque marin soit un athlète de haut niveau. Alors si je dois pas reprendre la comparaison avec les JO, je veux que des lions marchands dans mes équipages. À la différence près, c'est qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont courir le 200 mètres ou le 400 mètres. En fait, le missile, il arrivera, ils ne savent pas quand. Et donc, il y a vraiment un très haut niveau qui est recherché en termes de savoir-faire. Et mes partenaires ici viennent nous voir parce qu'ils constatent. Ils constatent ce que c'est faire la Marine nationale et donc ils viennent nous demander conseil, ils viennent nous demander c'est quoi le petit équipement ou le petit savoir-faire qu'il faut avoir en plus pour être capable de continuer à travailler en mer Rouge, en Méditerranée orientale, etc. Et donc vraiment ce lien très proche que l'on a à la fois pour gagner la capacité et ensuite pour changer notre mode d'entraînement et puis gagner nos savoir-faire et être beaucoup plus réactif derrière, il est extrêmement important. Et à la lumière des conflits dont on parle ou dont on a parlé un peu plus tôt, quelle est selon vous l'importance de la coopération internationale européenne pour la marine française et aussi l'importance, si on veut, un peu plus largement des partenariats, des alliances internationales en termes de renforcement des capacités françaises dont vous parliez? Alors, d'abord, je pense que quand on parle partenariat, il est important de regarder ce qui caractérise aujourd'hui une puissance navale. Une puissance navale, c'est un pays qui a des bateaux, évidemment, qui a des moyens, qui a des savoir-faire, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui a de la technologie. Et donc là, on retrouve bien notre triptyque, j'ai un bateau, j'ai de la technologie, j'ai des savoir-faire. Mais en plus, pour être vraiment performant, il faut avoir des partenaires. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que si vous n'avez pas de partenaires, vous n'aurez pas forcément des pays où vous pouvez faire escale pour récupérer un missile, par exemple. Ou alors, vous serez un peu tout seul et pour régler toutes les problématiques des crises dans le monde, moi, je ne suis pas capable de traiter toutes les crises dans le monde. Donc, si j'ai des partenaires, on peut se répartir la charge et on peut faire un peu autrement. Aujourd'hui, en mer Rouge, il y a une frégate de la Marine nationale, mais elle n'est pas seule. D'autres pays européens viennent travailler avec nous de façon à ce que on puisse assurer une permanence à cet endroit-là. On ne pourrait pas le faire tout seul. Les partenariats sont essentiels en opération. Ils sont essentiels pour arriver à construire des effets militaires dans la durée. Pour ça, il faut de l'interopérabilité. Alors là, on retravaille beaucoup avec la DGA, la capacité à se connecter ensemble, la capacité à avoir des procédures ensemble. Et il y a une capacité qui est essentielle, c'est se faire confiance. Se faire confiance, c'est les partenariats de temps long. Ça nécessite de se connaître, de se rencontrer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le salon, mais c'est ce que je fais très régulièrement pendant toute l'année. J'ai rencontré plus d'une centaine de partenaires depuis que je suis en fonction, et c'est absolument essentiel. Bâtir la confiance de manière à pouvoir partager un certain nombre de choses. Et quand on est vraiment dans la confiance, en fait, on peut construire ensemble. Et là, je vais laisser la parole à Emmanuel, mais il faut absolument construire ensemble pour partager aussi un peu le développement de ces affaires. Et évidemment, dans tout ça, on s'appuie sur des partenariats, on s'appuie sur des partenariats de projets. Vous connaissez l'adage, hein, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est un petit peu ça l'idée, c'est d'arriver à avoir des coopérations qui sont
ambitieuse qui associe les différentes marines. Et nous, on travaille en équipe intégrée avec la Marine nationale. C'est la logique de ce qu'on appelle le best player dans nos projets, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les capacités et l'expertise avérée de chaque partenaire pour pouvoir construire ces partenariats de projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne la DGA, c'est la capacité aussi à proposer à nos partenaires le fait de pouvoir acquérir pour le compte d'eux, c'est-à-dire de mettre en place nos capacités d'acquisition, de passation de marché pour plusieurs pays, pour acheter au profit de pays tiers et de les accompagner. Et à chaque fois qu'on reçoit aujourd'hui des délégations au pavillon du ministère des Armées, on a souvent cette demande d'accords techniques entre les États, de partenariat de gouvernement à gouvernement, avec à la fois un partenariat technique, un accompagnement technique de la part des équipes de la DGA et un accompagnement opérationnel de la part de la Marine nationale pour l'entraînement, pour la prise en main, pour cette expertise opérationnelle dans des domaines qui sont là aussi des domaines qui sont parfois des domaines extrêmement pointus. Puis la troisième chose, c'est tout ceci s'appuie quand même sur le dynamisme de notre export. Et vous savez que le fait d'exporter est vital pour la base industrielle et technologique de défense française parce que simplement le marché français n'est pas suffisant pour assurer une base autonome qui garantisse notre autonomie stratégique. Et aujourd'hui, on voit des exemples réguliers de ce dynamisme à l'export. Les sous-marins aujourd'hui que nous construisons pour le compte des Pays-Bas ou encore les 2 patrouilleurs qui ont été commandés pour le Monténégro. Donc ce salon aussi est le bon cadre pour mettre en lumière ce dynamisme à l'export. Et si maintenant, on se penche un peu sur la question des technologies émergentes, selon vous, comment envisager le rôle de ces technologies-là, que ce soit l'informatique quantique, l'IA, dans l'avenir des opérations navales à un niveau français et peut-être même international? Vous avez une demi-heure 10 minutes. Bon. Je pense qu'il y a différentes choses. Il y a l'évolution naturelle des technologies qui, évidemment, aujourd'hui, va irriguer l'ensemble des technologies navales. L'intelligence artificielle, ça a été une rupture il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est l'approche de M. Jourdain. La vraie rupture, c'est les capacités opérationnelles qui sont permises par cette intelligence artificielle. Mais si vous allez voir les nouveaux systèmes de combat, de gestion de combat, vous avez de l'intelligence artificielle partout. Si vous voulez identifier les drones à l'aide d'un système optronique, vous embarquez de l'intelligence artificielle pour simplifier ou pour assister le travail de l'opérateur. Donc je pense qu'il y a l'évolution naturelle des technologies. Il y a les premières ruptures technologiques que sont par exemple l'hypervélocité. Donc hypervélocité, je rappelle, aller au-delà de Mach 6 tout en restant manœuvrant. De manière offensive, de manière défensive aussi, parce qu'à mesure que ces capacités-là évoluent chez nos compétiteurs, il faut bien évidemment trouver les moyens de s'en prémunir. Vous avez les armes à énergie dirigée. Alors je continue à faire de la pub pour le pavillon du ministère des Armées, mais vous allez voir par exemple des armes laser qui étaient de la science-fiction il y a quelques années, mais qui deviennent de la réalité dans le combat naval. Et puis vous avez mentionné le quantique, c'est là où je vous disais, est-ce que vous avez une demi-heure, parce que je peux en parler assez longtemps, mais il y a vraiment un avant et un après. Il faut bien se rendre compte que la rupture du quantique, c'est quelque chose qui va nous laisser un monde complètement différent. Qu'il s'agisse des menaces hybrides, on ne va pas en parler, ce n'est pas du naval, mais le fait d'avoir des ordinateurs quantiques capables de décrypter vos secrets bancaires ou vos données de santé, c'est quelque chose qui fait partie de la menace hybride contre laquelle on lutte. Si je reste dans le domaine opérationnel et militaire, le ministère des Armées concentre ses investissements dans le domaine des capteurs quantiques. Les capteurs quantiques, c'est quoi? C'est les centrales inertielles, c'est les horloges atomiques, c'est ce qu'on appelle les gravimètres quantiques à atomes froids, c'est-à-dire qu'on va arriver à se positionner n'importe où sans avoir besoin d'avoir une connexion satellitaire, par exemple, parce que nous maîtrisons ces techniques et je vais laisser la parole au chef d'état-major, mais il faut bien comprendre que pour le coup, la France est dans le peloton de tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des technologies qui ne sont pas encore accessibles à d'autres compétiteurs et qui vont être déployées, et je ne vais pas rentrer dans un tel cadre dans le détail, mais qui vont être déployées de manière opérationnelle. Non, parce que je n'ai pas le droit de rentrer dans le détail. Qui vont être déployées de manière opérationnelle dans les mois qui viennent et qui donneront un avantage tactique et stratégique significatif à la Marine nationale. Oui, je vais rebondir en disant... tout ça est possible parce que nous avons un écosystème qui permet, grâce à la DGA, la recherche fondamentale avec nos universitaires.
et qui vient s'intégrer dans l'ensemble de nos programmes, du plus simple effecteur jusqu'au plus lourd. Et en fait, c'est bien parce que derrière vous, vous avez un gros sous-marin et que c'est des objets qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent beaucoup de recherche, qu'on arrive à trouver et à intégrer des ruptures technologiques qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'être adaptés après ailleurs. Et tout l'intérêt de cette recherche fondamentale, c'est le moment où on arrive à trouver finalement la technologie qui va changer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. On ne peut pas investir sur tout. Donc la question, c'est de tester à peu près tout. Et après, il y a un moment où il faut choisir. Et là, c'est bien le rôle de la DGA de dire celle-là, elle est suffisamment mature. Maintenant, on va tester. Et là, on rentre dans un process itératif de testons. Alors les lasers, par exemple, on les a testés sur les bateaux, etc. Gravimètre, ça commence à venir et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des choses, on va les tester, on va voir ce que ça provoque comme rupture. Et donc, nous, après, on va complètement changer la manière de faire parce que ces technologies vont nous apporter des nouvelles doctrines, des nouvelles manières de voir et donc profondément changer la manière dont on va faire le combat naval demain. Et donc c'est bien parce qu'on a un écosystème complet qui va du patrouilleur jusqu'au porte-avions en passant par les sous-marins, les avions de chasse, les avions de patrouille maritime. On a une recherche fondamentale qui est très très large, de sous les océans jusqu'au spatial, et qui nous permet d'aller décrypter, d'aller rechercher la bonne technologie. Après, à nous de choisir la bonne. Alors là, il y a toujours un aspect compliqué, et puis de la mettre en avant. Mais ça nécessite aussi de changer nos procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre d'avoir le système d'armes parfait dans 10 ans. On va justement, comme le disait l'amiral, pouvoir avoir des cycles itératifs pour avoir très rapidement une première capacité, le cas échéant, l'adapter, et puis se contenter dans une première analyse de la valeur de cette capacité pour avoir des boucles très courtes et de l'agilité. Et ça aussi, le rythme augmenté des nouvelles technologies nous force à adapter nos procédures, nous force à adapter notre travail en commun et nous force à adapter de plus en plus un travail intégré avec la Marine nationale de telle manière à ce que l'on puisse avoir des ingénieurs à bord des bateaux, des marins dans nos centres d'essai et pouvoir examiner tout le potentiel de ces technologies-là. Là encore, je pense qu'il y a pas beaucoup de marines au monde et pas beaucoup de pays qui sont capables d'avoir cette agilité. Et ça, parce que nous avons une marine complète et que nous avons des centres d'essai qui nous permettent de répondre. Alors, ce n'est pas nous qui en sommes responsables, c'est nos grands anciens, mais ils ont quand même mis toutes les capacités nécessaires pour pouvoir avoir cet échange entre les forces et avec la DGA. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre session. Merci à tous d'être venus et bon reste du salon. Merci aussi à mes deux interlocuteurs. Merci. Merci à vous. Merci.